Voiture de luxe et dress code rouge et blanc en plein cœur du Luberon. C'est toujours très agréable de pouvoir aller dans des beaux domaines comme ça, avec des belles voitures, c'est ça qu'on kiffe en fait. Nous sommes dans un domaine viticole familial. Et c'est Alexandre Tourbillon, l'un des fils, qui place les voitures. Ici, ce soir, c'est que des clients particuliers, c'est que des passionnés d'automobile. La preuve en est avec des magnifiques exemplaires Ferrari F40 qui est quand même une rareté. Un caveau de vente flambant neuf ouvert en 2015 pour l'organisation d'événements. Ce soir, 200 invités sont attendus. La nuit des supercars atteint une notoriété qui dépasse les frontières. Je ne parle pas français. Beaucoup de vent pour estar avec les amis et c'est tout. Et voici, Châteauneuf du Pape Blanc, 2018. Au bar, c'est Benjamin, le frère d'Alexandre, qui fait le service. Les habitués se mêlent à une clientèle touristique. Tous dégustent les différentes gammes du domaine exclusivement. 4 verres supplémentaires. Non, on fait que les vins du domaine. Pas de champagne, mais des magnums de blanc facturés 42 €. Il y a la recette directe, mais après il y a les effets collatéraux et qui va faire que demain, après-demain, les personnes qui participent à cette soirée vont sûrement revenir au caveau pour acheter nos vins. Cette soirée entre dans les 10% du chiffre d'affaires que le domaine Tourbillon réalise grâce à l'œnotourisme. Dans le Luberon, et d'une manière générale dans toute la Provence, on compte plus de 6000 domaines viticoles. Faire du bon vin ne suffit pas. Il faut aussi se démarquer, en particulier à l'international. Depuis quelques années, beaucoup misent sur l'œnotourisme, une activité en plein essor qui modifie les paysages et qui attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. L'œnotourisme, une activité que connaît bien Paul Dubrul pour avoir été le premier à le conceptualiser. Le Carignan dans le... Tout a commencé lorsqu'il s'installe en Provence en 1973. Le cofondateur du groupe Accor achète un domaine viticole à Cadenet pour la beauté des paysages, sans rien connaître au vin. Et maintenant, il n'y a pas de... Je croyais qu'on devait mettre un troisième fil, non? Pas sur le Carignan. Au-delà de son attachement à la région, Paul Dubrul veut faire du très bon vin. Le Luberon était pas connu. La qualité n'était pas bonne et la cave n'était pas belle. Alors, je me suis dit, je fais d'abord un vin de qualité. Je commence. C'est pas terminé et c'était pas terminé. Mais ensuite, pour sortir de l'anonymat, il faut que je fasse une cave qui puisse attirer le regard, qui puisse attirer le touriste et l'amateur. Pour y parvenir, il s'entoure des meilleures pointures. Sur leurs conseils, il réduit les surfaces cultivées. Il ne garde que 42 hectares de vignobles contre 65 auparavant. Sélectionne 8 cépages et il a le déclic. J'ai été visiter des vignobles en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et puis je me suis rendu compte qu'il faisait beaucoup plus de promotion, je dirais qu'avec rien. On allait visiter un vignoble, mais si on voulait, il y avait un programme, visite de vignoble, visite d'une ferme d'autruche, visite de je sais pas quoi, et ils proposaient un package. Et j'ai dit, en France, on ne fait pas ça du tout. On est chacun une petite chapelle, et alors qu'on a un patrimoine extraordinaire. En 2005, son constat intéresse le ministre de l'Agriculture et du Tourisme de l'époque, qui lui demande un rapport. 2 ans plus tard, naît l'œnotourisme dans sa forme actuelle. Quelques années après, et avec 10 millions d'investissements, il applique son concept dans son propre domaine. Une cave construite à Cucuron, elle est conçue par l'architecte de renom Jean-Michel Villemotte. Le nouveau chai de pressage et de vinification a été enterré pour laisser apparaître le lieu de vente de 500 mètres carrés. Jean-Paul Aubert, son directeur, a suivi le projet depuis sa genèse en 2017. Les gens sont preneurs de savoir.
Ils veulent déjà mettre une tête sur le vigneron, savoir comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait, visiter, déguster, participer même des fois aux dégustations, aux sorties des vendanges sur des vins bruts. Et ça, c'est le plus intéressant du métier. Voilà. Lucie va faire la démonstration. Oui. Est-ce qu'il vous faut des toasts, Lucie? Oui, j'en ai des. La dégustation fait aussi partie du métier de vigneron. Des ateliers sont organisés pour présenter les cuvées qui se déclinent en 3 gammes sous l'appellation Luberon. Qui vous a le plus plu? Alors, petite cavale blanc, petite cavale rosée Et et cavale rouge. Oui, le cavale rouge et bien sûr la grande cavale. L'architecte Villemotte, effectivement, m'intéressait déjà de voir ce qu'il avait conçu. Donc je trouve que la présentation est digne effectivement de ce qu'il sait faire. Et, on apprécie la dégustation dans un lieu comme ça, quoi. Et finalement, est-ce qu'on vient pour le décor? Les deux. Reste que le grand vin et le décor ne suffisent plus. Le no-tourisme doit se raccrocher aussi à une histoire. Je pense qu'il est important de connaître un peu la filiation du pourquoi. Vous faites ça, un grand décor, mais c'est pourquoi, c'est pour qui? Il faut qu'il y ait une image que l'on peut décliner autour de quelqu'un. Ça ne me plaisait pas beaucoup parce qu'on ne l'a pas fait pour l'hôtellerie. Et ici, au début, je ne le souhaitais pas parce que ça vous oblige un peu. Et je n'avais pas envie d'avoir ce genre de contraintes. Mais c'est aussi, j'ai été frappé parce que j'étais souvent en Chine, et les Chinois, plus encore que nous, c'est extrêmement important, il faut raconter une histoire dynastique. Avant d'exporter en Chine, le domaine La Cavale se concentre sur la vente directe avec des apéritifs musicaux chaque jeudi soir durant l'été. Retour chez les frères Tourbillon, fini la fête. L'aîné retrouve ses vignes. Benjamin est dans son élément, particulièrement en septembre. Ça, c'est le cœur de mon métier, c'est les vendanges, la vinification. Voilà. Là, les vendanges battent son plein. Dans la famille, les premières vignes datent du début du XXe siècle. Au fil des ans, le domaine s'est agrandi dans des zones prestigieuses de l'appellation Côtes-du-Rhône, gage de qualité, à l'instar de celle de Gigondas. C'est la plus petite et la plus ancienne parcelle, avec les dentelles de Montmirail pour horizon. Elle se vendange uniquement à la main. Le grand-père de Benjamin recherchait la quantité, et seulement la quantité. Mes grands-parents, c'était essentiellement la production et la vinification. Ils étaient plus axés sur la production et le terroir. C'est vrai qu'ils n'en parlaient pas. C'est le no-tourisme, ça date il y a à peu près 5-6 ans où ça s'est fortement développé. En 2012, Benjamin et Alexandre ont donné un coup d'accélérateur en restructurant l'outil de production. À Violès, la cave historique est modernisée. Il a fallu trouver 2 millions d'euros et les subventions accordées n'étaient pas suffisantes. Il faut aller chercher le financement, c'est compliqué. On a fait appel aux banques, à des emprunts. Donc voilà, ça n'a pas été très simple. Les deux frères ont aussi séparé le site de production du caveau de vente pour respecter la réglementation et mettre en place leur stratégie. On est obligé de vinifier ici à Violès pour être dans l'ère réglementaire pour vinifier nos appellations. Et ensuite, à Lagnes, on est sur des axes passants, on est dans le Luberon. On a une belle clientèle l'été, mais également l'hiver, avec un fort pouvoir d'achat. Et donc voilà, tous ces choix nous ont amenés à nous poser à Lagnes pour la commercialisation des vins du domaine. Et on ne regrette pas du tout ce choix. Parfois, l'héritage ne suffit pas. Alors, les acheteurs de domaines font appel à des agences immobilières spécialisées. Michel Verrier est un expert sur ce marché de niche. L'un de ses bureaux se situe à Châteauneuf-du-Pape. C'est l'un des secteurs les plus prisés de la région. Les 3200 hectares du vignoble suscitent toutes les convoitises.
Adieu Michel. Bonjour Olivier. Comment ça va? Aujourd'hui, il reçoit Olivier Hilaire, vigneron de père en fils. Ce projet se réalise. Ça y est. C'est actif. Fini. Olivier vient d'acheter une bastide entourée de vignes pour développer son projet œnotouristique avec l'aide d'investisseurs privés. Chaque fois, on s'associe avec des personnes, des amis, des gens qui ont un peu plus de liquidité que nous. Il y a des structures maintenant où vous avez des GFV, où c'est des groupements où chaque personne apporte 3 000, départ à 3 000 ou départ à 50 000 et achète une part qui vaut 36 bouteilles ou 60 bouteilles par an, suivant le volume d'argent qu'ils ont mis. Bon nombre d'investisseurs sont prêts à franchir le pas. Encore faut-il leur trouver des biens correspondant à leur projet. Fort de ses 30 ans d'expérience, Michel va aider un autre client à trouver un bien d'exception. Allez, c'est parti. T'arrives à ouvrir la porte? Oui. Hop. Là où nous allons visiter, ça me paraît parfait pour ton projet. C'est pour ça que je l'ai vraiment sélectionné. C'est pour ça que je souhaitais que tu puisses faire une visite, certes rapide, mais au moins tu situes le lieu et la cohérence par rapport à ton projet. Depuis 3 ans, Mathieu Ponson réalise son rêve. Après avoir réussi une carrière dans l'informatique, il s'est offert une nouvelle vie en achetant 30 hectares de vignes. Prochaine étape, la création d'un circuit pour rejoindre en 4x4 sa future cave à Gigondas. C'est ici qu'on pourrait faire un point halte très intéressant. Là, tu pars de Caron, tu viens à Suzette. Là, superbe paysage. On peut faire une petite dégustation ici. Et puis après, traverser les dentelles de Montmirail pour rejoindre Gigondas. Le point de départ de son parcours serait une bastide que Michel lui a dénichée au pied du Mont Ventoux. Tu vois, toutes les vignes sont autour. Donc la bastide, voilà, l'entrée qu'ils ont créée de toutes pièces. Voilà l'arrivée avec l'allée d'olivier, donc c'est très bucolique. Et la bastide provençale par excellence. Nous sommes quelque peu en retard, je m'en excuse. Bonjour. Vous allez bien? Enchanté. Donc Mathieu Vigneron. C'est la propriétaire de la bastide qui les accueille en personne. Le projet, le concept. On fait une première visite panoramique et ensuite on reviendra puisqu'il doit faire l'opération avec un partenaire financier. Donc, alors les chambres étant toutes occupées, vous ne pourrez pas les visiter, je vous laisse visiter. Les chambres d'hôtes affichent complet. Un bon point pour Mathieu, qui visite pour le compte de son futur associé et ami. Estimée aux alentours de 3 millions d'euros, cette bastide semble être une bonne affaire à leurs yeux. Il y a presque 1000 mètres carrés en tout, ce qui est très important. Ça permet d'avoir une belle structure d'accueil. C'est assez rare comme produit, oui. Donc voilà, nous arrivons dans le patio historique qu'ils ont très bien aménagé puisqu'ils ont rajouté une petite fontaine. Ça fait petit village provençal. Le style provençal, un autre atout de cette demeure. Les touristes y sont généralement sensibles. Avec toutes les composantes. Donc voilà, ici, nous avons une deuxième piscine qui est superbe puisqu'elle donne sur les vignes de la propriété. Il y a 5 hectares d'un seul tenant, avec une très belle vue sur le Ventoux. Et donc, les gens sont vraiment au milieu d'un concept touristique et une vue à 360 degrés. Mathieu partagera sa passion. Son associé assurera, lui, la partie gîte et table d'hôte. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant, puisque lui, il a quelqu'un qui s'occupe de son investissement sur place. Et moi, ça me permet de faire découvrir mon vignoble et de faire visiter mes vignes et de trouver des nouveaux clients français et étrangers. Là, je trouve que l'activité œnotouristique, elle est plus complémentaire par rapport à ce que je fais déjà. Aujourd'hui, moi, je suis un vigneron, je produis mon vin, je le commercialise, point final, mais je n'ai pas de structure d'accueil, ni de logement, ni même de caveau de dégustation. Donc c'est vrai que de le faire à travers une autre structure, ça peut être intéressant. Dans une vie précédente, j'avais 200 employés. Aujourd'hui, j'essaie de rester dans une structure légère. Au-delà des apparences, un projet œnotouristique peut devenir un véritable parcours du combattant.
Il y a énormément de préoccupations et d'éléments à valider, notamment les montages juridiques et fiscaux. Nous avons également une réglementation qui consiste à dire qu'il faut passer également par des demandes d'autorisation d'exploiter. Pour vous situer, le délai technique minimum, c'est 6 mois. Et ensuite, j'ai pu faire des ventes sur 7 ans pour pouvoir aboutir. Les acheteurs se heurtent parfois à une autre difficulté, l'opposition des riverains. À Ansouis, village pittoresque du Luberon, dominé par un château du XVIIIe siècle, Frédéric Rousset-Rivière part en guerre contre un projet de cave. Nous sommes sur un petit jardin suspendu du XVIIIe siècle, ce qui est totalement unique en France et en Provence, disons-le. En contrebas du château, le domaine de la Pousterle vient d'être racheté. Son nouveau propriétaire veut y construire une cave de très grande envergure. L'objet de nos inquiétudes est là, sur le champ qui n'est pas encore construit. C'est ce paysage que je veux défendre. Nos visiteurs, quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils font en premier? C'est photographier notre paysage. Le paysage, c'est l'identité de notre région. Ces inquiétudes ont poussé la propriétaire à entamer une procédure judiciaire qui est toujours en cours. Et on ne peut pas me faire croire qu'on construit 3229 mètres carrés, ajouté à déjà 660 mètres carrés, avec toutes les infrastructures que cela va supposer, parce qu'il faut y accéder, donc des cheminements. On me dit qu'on va mettre des statues. En fait, c'est cette grande mode qui m'inquiète, c'est le no-tourisme. On a eu le même phénomène avec les golfs, il y a quelques années. C'est la même chose. Alors le no-tourisme, oui, mais pas au mépris du patrimoine, d'un patrimoine qui est là et qui appartient à tout le monde. À la Pousterle, personne n'a souhaité répondre à nos questions. Mais pour le maire du village, d'un point de vue légal, tout est aux normes. Le village d'Ensouis, c'est tout ça. D'accord. Le projet de la Pousterle, c'est ici. D'accord, hein? Donc la partie visible depuis le château, c'est les 4,50 m au-dessus du sol. Hein, je suis extrêmement précis. Et dans tout ce jaune là où il n'y a rien, là, la Pousterle... Eh bien là, c'est de la vigne, madame. Donc ça reste vigne. Ben oui. Pour l'élu, le paysage est préservé. Alors, je vais vous montrer le dernier permis modifié. Le bâtiment de la cave ne dépassera pas 4,50 m. Son argumentation se base sur les plans du dernier permis modificatif. La partie non enterrée du projet, c'est un projet de 3000 m², hein, ça n'est pas rien non plus, c'est à 4,50 m. Je me permets de rajouter que toutes les machines sont prévues en souterrain, ainsi que les tonneaux. Si à Ansouis, le no-tourisme pose problème, au Puy-Sainte-Réparade, le débat est clos. À 15 km d'Aix-en-Provence, rien n'est enterré, tout est monumental. Bienvenue au Château Lacoste, une propriété de 225 hectares appartenant au collectionneur irlandais Patrick McKillen. Il a développé tout un complexe, de l'art au vin, en passant par l'hôtellerie et la restauration. Et pour la visite, mieux vaut se munir du plan du site. On regarde ça, donc les nouveaux chais et la terrasse qui est juste ici. David Bloug commence par la promenade art et architecture. Moyennant 15 € l'entrée, le parcours permet de découvrir 25 œuvres en plein air. On a grimpé dans le domaine et puis après on va se restaurer tranquillement à la terrasse. Vous allez goûter le vin aussi, la dégustation? Oui, bien sûr. Peut-être en acheter? C'est possible, oui, sans doute. Avant la dégustation, direction le pavillon d'exposition signé Renzo Piano, où nous retrouvons Jean-Michel Ottoniel. Cet artiste vient juste de terminer son œuvre in situ. Tu vois, c'est cette idée d'illusion. En fin de compte, t'as l'impression que ça flotte, que c'est posé sur 3 briques, mais enfin, il y a quand même 2,5 tonnes de métal. Ah ouais. Ce domaine Château Lacoste a réussi quand même cette osmose incroyable entre l'ultra contemporain et le terroir. Il y a ce vin et puis il y a aussi tout ce rapport à l'art avec aussi une excellence au niveau de l'art. Donc c'est quelque chose de très délicat et subtil. On n'est pas... c'est pas Disneyland.
Le galeriste, qui l'expose habituellement à Paris, est du même avis, avec tout de même un paradoxe. Il reconnaît ne pas être un amateur de vin. Alors moi, le vin, malheureusement, je n'en bois pas. Donc vous voyez comme quoi on peut apprécier venir dans un château sans boire de vin. Mais je dois dire que la qualité de l'hôtel, la qualité des œuvres présentées dans le parc, le calme ici et l'ensemble de l'offre est très agréable. Au Château Lacoste, certains ne viennent que pour l'offre culturelle et des œuvres réalisées spécialement pour le lieu. L'art, d'une manière générale, l'art moderne, je suis peut-être moins familiarisé, donc j'essaie de comprendre. Voilà, et je trouve ça magnifique. J'ai pas une sensibilité particulière, mais ça, je trouve que c'est très facile à voir. Alors le vin n'est-il plus qu'un prétexte? Par endroits, des pieds de vigne ont été arrachés sous les yeux de Raymond Gimenez, maître de chai au domaine depuis 36 ans. C'est la dernière construction en cours depuis 5-6 mois de l'architecte Oscar Niemeyer, en plein milieu de la parcelle des vignes, qui sera dédié pareil à recevoir du public, je pense d'ici fin 2020. C'est le concept? Oui, c'est la continuité du concept Château Lacoste. Parallèlement aux projets architecturaux, Château Lacoste a arraché et replanté 40% de son vignoble de 130 hectares. Le domaine produit en bio depuis 2009. Ils se sont appuyés sur le vin justement pour lancer la machine. Et aujourd'hui, petit à petit, l'art prend presque le dessus sur le vin. Donc c'est à nous de faire en sorte d'année en année à élaborer par rapport au vignoble et en cave pour élaborer des bons produits. L'âme du vigneron aurait-elle disparu? Impossible de le vérifier auprès du richissime propriétaire. Patrick McKillen, qui fuit les médias, laisse sa chargée de communication répondre à sa place. Il y a vraiment des passerelles. Après, c'est quand même deux activités qui sont quand même assez différentes, qui ont leur temporalité différente. La vigne, c'est de l'agriculture, donc ça dépend de plein de choses dont on n'a pas la maîtrise. Mais on essaye quand même de les faire vivre ensemble et de faire en sorte que ça s'harmonise bien. Cette stratégie semble payante. Les visiteurs dégustent aussi. Plus marqué sur le fruit blanc, sur le rosé de Junior, on était vraiment sur le fruit rouge. Un petit côté un petit peu épicé, légèrement floral, qui rend un produit également très agréable. Vous allez voir. Là, il faut aller vite. Faire découvrir les 3 gammes pour chaque couleur. Prix des bouteilles de 11 à 50 €. L'objectif est d'en vendre un maximum. Bon, le vin, je vous dis, dans le coin, il n'y a pas beaucoup, il n'y a rien de mieux. Ça semble assez industriel quand on regarde quand on fait la visite et en fait on se rend compte qu'ils font beaucoup de vendanges à la main, que c'est une viticulture assez raisonnée, donc c'est très sympa. Objet de curiosité, Château Lacoste attire chaque année 250 000 visiteurs. Changement de décor et changement de tactique. On va faire déguster un petit peu. Ça c'est blanc, roussanne et vionnier. Michel Isoard commercialise ses vins chaque mardi matin sur le marché paysan de la ville d'Apt. Le fait de pouvoir déguster sur un marché, c'est un avantage, oui. De pouvoir allier les produits naturels et aussi les boissons naturelles. Michel pratique la polyculture, comme son arrière-grand-père. Il parle de son métier, de son savoir-faire. On a besoin de ça, on a besoin du retour des consommateurs, du retour des clients, du retour des mangeurs, du retour des buveurs. Et soit on l'a chez soi, et effectivement, il faut avoir une capacité pour recevoir beaucoup de monde et être un peu là tout le temps, soit on fait le choix d'aller plutôt vers les clients, vers les consommateurs. Nous, c'est ce qu'on a fait comme choix. Michel vinifie 20% de sa production bio dans sa ferme. Il vend le reste à la cave coopérative de Cucuron. Il bénéficie ainsi d'un œnologue et d'un revenu régulier. On prend 200 grains par hectare à peu près. Et puis comme ça, on peut les presser, tirer le jus et vérifier le taux de sucre, l'acidité, le pH et voir si c'est prêt à vendanger ou pas. Dans le nouveau caveau de vente, les 140 adhérents proposent de l'AOP Luberon et du vin de pays. Depuis pratiquement 100 ans, la structure évolue. 5 millions d'euros d'investissement en 2011 pour moderniser l'outil de production. Ça va? Bonjour. Aujourd'hui, les coopérateurs craignent la concurrence du projet géant de la Pousterle sur la commune d'Ensouy, à moins de 5 km d'ici.
La cave, elle doit continuer à défendre ce qu'elle a toujours su faire, c'est-à-dire essayer de maintenir une agriculture familiale. C'est son rôle sur le territoire. Et ce serait dommage que par des projets comme ça, qui pourraient être porteurs d'image, hein, si c'est des gens qui amènent de l'image, c'est très bien, mais s'ils amènent une déstructuration complète de notre économie, ce sera négatif pour nous. Voilà. Et nous, derrière, nos bouteilles, du coup, elles ne sont pas entourées du concert la nuit, du petit brunch le matin, de la petite œuvre d'art qui est posée. Donc, est-ce qu'on va devoir faire ça ou est-ce qu'on peut se dire que le vin suffit en fait? Oui, puis c'est sur des codes de tourisme et tout qui sont plus internationaux, je pense, tu vois, dans la façon de présenter tout ça, ce qui enlève le cachet du terroir, vraiment, quoi. Alors même s'ils vont servir de la ratatouille et de la tapenade ou je sais pas quoi pour accompagner leur vin, ça sort un peu du... C'est bling-bling, quoi. Oui, tout à fait. C'est le côté bling-bling. Ces caveaux d'architecture, ces bastides d'exception, tous ces châteaux vont-ils prendre le pas sur les valeurs de terroir et de convivialité? Est-ce un effet de mode ou vont-ils absorber les petits vignerons? Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, comme l'Alsace, la Bourgogne ou le Bordelais, la Provence est devenue une destination œnotouristique de premier plan.